messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravie et honorée d'ouvrir ce soir à l'Institut français la Nuit des idées, qui est pour sa troisième édition, se déroule pour sa troisième édition à Kiev. Пані, панове, добрий вечір. Я щаслива відкрити сьогодні нашу ніч ідей, яка втретє відбувається в Києві. Alors, cette Nuit des idées a été initiée en 2016 par l'Institut français et le ministère des Affaires étrangères, et très rapidement, elle s'est imposée sur l'agenda national et international. Ця подія була започаткована у 2016 році у Франції Міністерством закордонних справ та Французьким інститутом. І вже за такий короткий час вона стала насправді важливою міжнародною подією. Et comme l'a indiqué notre ministre, Jean-Yves Le Drian, c'est une manifestation d'envergure internationale qui peu à peu s'est imposée et qui montre la valeur en fait que nous accordons en France aux idées et au savoir dans notre action diplomatique. І ця подія підкреслює, яку роль мають інтелектуальні обміни і дебати у французькому житті, і яку важливу роль приділяє Міністерство закордонних справ і Франція цій дебатам у своїй міжнародній закордонній діяльності. Alors l'année dernière, pour l'édition 2018, cette Nuit des idées a pris une ampleur considérable, puisque au-delà des 200 000 participants présentiels, nous avions également 41 millions d'internautes qui ont participé numériquement à cette Nuit des idées. Для того, щоб показати розмах цієї події, приведемо цифри минулого року, 200 тисяч учасників у різних країнах світу, а також завдяки інтернету і інтернет-трансляціям ще 41 мільйон людей подивилося події Ночі ідей. Nous ne sommes pas en reste cette année, en 2019, puisqu'on a 200 manifestations qui se sont déroulées déjà hier et qui se déroulent encore aujourd'hui sur le territoire en France, que ce soit dans des centres culturels, des théâtres ou des librairies, des bibliothèques, mais également dans des instituts français comme le nôtre, l'Institut français d'Ukraine ici, ou des alliances françaises dans 90 pays. І цього року вже близько 200 місць проведення заходів, які відбувалися переважно вчора, але також продовжуються і сьогодні у Франції і в 90 інших країн світу, у Франції в різних установах, як бібліотеки, культурні центри, і також за кордоном завдяки діяльності французьких інститутів, як і наш, і Альянс Франсез. Si on réfléchit bien, c'est un principe très français finalement d'inviter un public à participer à des débats, à des conférences ou à des lectures sur un thème bien précis. Et cette année, le thème qu'a choisi l'Institut français, c'est Face au présent. І це дуже французька традиція, французькі риса обговорювати різні проблеми життя і збирати публіку для того, щоб обмінятися думками стосовно тієї чи іншої теми. Для Ночі ідей цього року Французький інститут вибрав темою «Обличчям до сьогодення». Et donc, toute l'équipe de l'Institut français, et là je tiens à saluer le travail particulièrement remarquable de Valentina Stukalova et de Céline Mettel, a travaillé très activement pour vous proposer un thème, une déclinaison de ce thème face au présent, adapté à la situation en Ukraine. І я хотіла би привітати роботу, яку провів Французький інститут в Україні, особливо Валентина Стукалова і Селін Метель, для того, щоб подія в рамках Ночі ідей у нас в Києві відбулася. І ми, як і всі інші учасники Ночі ідей, цю тему загальну пристосували для своєї ситуації, для
щоб обговорити тему, яка близька нам тут в Україні. Qui sont les nouveaux dissidents. Et donc le thème retenu, c'est face au présent, qui sont les nouveaux dissidents. І тему ми сформулювали для нашої сьогоднішньої зустрічі, тож обличчям до сьогодення, хто вони, нові дисиденти. Et pour aborder cette discussion ce soir, nous avons l'honneur de recevoir et le grand plaisir de recevoir monsieur Michel Ilchaninov, qui est à la fois philosophe, essayiste et également fondateur de l'association Les Nouveaux Dissidents. Тож для участі в нашій сьогоднішній зустрічі ми запросили Мішеля Єльчанінова, французького філософа, есеїста, а також одного з засновників асоціації, яка так і називається «Нові дисиденти». Et je tiens à saluer non moins chaleureusement les co-débattants ukrainiens qui vont donc animer cette soirée avec M. Elchaninov, en la personne de Madame Alexandra Matviachuk, présidente de l'organisation non gouvernementale le Centre des Libertés Publiques. І ми також радо вітаємо сьогодні співучасників дискусії, які є нашими гостями разом з Мішелем Єльчаніновим. Це пані Олександра Матвійчук, керівник Центру громадянських свобод. Et bien entendu, M. Izgen Zakharov, qui est président de l'association ukrainienne Helsinki pour les droits de l'homme. І також пана Євгена Захарова, який є головою, так простіше сказати, Українського союзу Хельсінської групи за права людини. Vous les connaissez bien puisque ce sont des personnalités très actives pour la défense des droits de l'homme ici en Ukraine. Ну, я думаю, що ви їх знаєте дуже добре, тому що це люди, які багато роблять і дуже активні в Україні в сфері захисту прав людини. Et je passe la parole à présent à Tetiana Ogarkova, donc, qui est professeure à l'académie, alors là, excusez-moi, je le lis quand même, Mogila de Kiev, et également journaliste à Hromadske.ua, qui va modérer cette discussion. І я передаю слово Тетяні Огарковій, яка є викладачем Києво-Могилянської академії, а також журналісткою на громадське ОА, яка буде модерувати сьогоднішню зустріч. Je vous souhaite une très bonne soirée, aussi stimulante intellectuellement que enrichissante. Et je tiens à saluer la présence de l'ambassadrice de France en Ukraine, Madame Isabelle Dumont ici, qui est très intéressée par la teneur des débats que vous allez animer. І тож я бажаю вам гарного вечора, цікавої розмови і особливо хочу подякувати за участь у нашому заході пані Ізабель Дюмон, послу Франції в Україні, яка дуже цікавиться темою сьогоднішньої нашої зустрічі. À tout le monde d'être ici, d'être venu, vous êtes très nombreux. J'espère que notre débat sera très intéressant. Ça sera peut-être même pas un débat, mais plutôt une discussion, parce que je ne vois pas beaucoup d'adversaires ici. Nous sommes ici aujourd'hui, ce soir, en compagnie de trois personnes qui luttent pour les droits de l'homme. C'est un vrai honneur d'être modératrice de ce débat, de cette discussion. Donc, je remercie de votre invitation. Ce sera la nuit des idées, mais aussi, je pense, en quelque sorte, la nuit de valeurs, puisque la chose que nous allons discuter ce soir, ça sera pas uniquement les idées, mais aussi les valeurs que, je crois, nos intervenants partagent et que, j'imagine, la majorité de tout le monde dans cette salle partage, les valeurs de droits de l'homme, les valeurs de la justice et de la liberté. Alors, notre invité de l'étranger, invité que je vais passer la parole, Michel Yelchaninov, qui est fondateur d'une organisation qui est déjà connue, qui commence à être très connue en France, une association qui s'appelle Les Nouveaux Dissidents,
sont très actifs. Alors, j'imagine que les Ukrainiens en connaissent peut-être un peu moins, donc on va tout d'abord interroger Michel pour qu'il nous raconte qu'est-ce que ça veut dire les nouveaux dissidents aujourd'hui, quels sont les dissidents, où sont-ils, de quoi ils souffrent, qu'est-ce qu'ils cherchent et qu'est-ce que nous, on peut faire pour les aider. Merci Tatiana. Madame l'ambassadrice, mesdames et messieurs de l'Institut, mesdames et messieurs, d'abord permettez-moi de vous exprimer ma gratitude de m'avoir invité ce soir à Kiev. D'abord parce que c'est une ville que j'adore. J'ai compté, c'est ma septième visite à Kiev qui a commencé dans les années 90, donc c'était il y a bien longtemps, et Kiev a bien changé. Juste pour l'anecdote, hier soir j'étais à la télévision pour mon journal Philosophie Magazine, et je discutais avec le présentateur, et je lui disais que j'allais à Kiev. Et il me dit, mais tu vas à Kiev ? Mais c'est un pays en guerre, c'est terrible, tu n'as pas peur ? Alors je dis, tu sais, Kiev, c'est une ville d'abord magnifiquement belle, qui est faite pour visiter les églises, le patrimoine, l'architecture. C'est une ville sympathique, c'est une ville où on peut sortir, s'amuser, on peut discuter avec plein de gens très ouverts. Et je lui ai dit, écoute, je suis désolé, il faut aller à Kiev. Et donc finalement, il m'a dit, oh, tu ferais un bon chef de l'Office du tourisme de l'Ukraine, je vais aller passer un week-end à Kiev. Je signale quand même que ce monsieur est journaliste. Donc il a une vision déformée sans doute de ce qui se passe dans votre pays, dans votre capitale. C'est vous dire que les Français connaissent mal l'Ukraine, la connaissent trop mal, et que le mérite de cette nuit des idées, c'est le fait que, vous savez, l'esprit souffle où il veut, les idées circulent, et que les idées, aujourd'hui, et elles l'ont toujours été d'ailleurs, sont mondiales. Et que, aujourd'hui, rejoindre la France et l'Ukraine dans un dialogue, c'est à mon avis quelque chose qui est très important, d'une manière extrêmement précise. C'est que je pense que l'Ukraine, depuis quelques années, est aux avant-postes d'une situation grave qui touche aujourd'hui l'Europe, voire le monde entier. Votre pays connaît la guerre de par l'agression russe. Votre pays a connu l'annexion d'une de ses parties par la Russie de Vladimir Poutine. Votre pays réfléchit énormément et agit sur la mémoire, sur la mémoire totalitaire et la question du passé communiste. Et je pense que ces questions que vous vivez, vous, au jour le jour, depuis plusieurs années, ce sont des questions qui, aujourd'hui, vont un jour ou l'autre finir par se poser à un pays comme celui dont je viens ce soir, comme la France, qui connaît mal l'Ukraine, qui, je pense, n'a pas réellement fait face au passé communiste d'une partie du monde, et de son passé communiste à lui, je parle des intellectuels français, et un pays qui aujourd'hui vit en pleine crise de ce qu'on appelle les gilets jaunes, c'est-à-dire une sorte de révolte populaire violente dans les territoires français, sans comprendre que aujourd'hui, dans le monde, tout est lié. Je parle trop vite, d'accord, je vais parler un peu plus lentement. Aujourd'hui, dans le monde, tout est lié, et je pense que notre présence ce soir ici, et le fait que nous dialoguons entre Français et Ukrainiens, c'est l'occasion de véritablement comprendre que les questions que nous posons sont mondiales. La globalisation, c'est un phénomène économique, en premier lieu. C'est aussi, maintenant, un phénomène politique. La Russie de Vladimir Poutine a agressé l'Ukraine et lui fait la guerre. Elle étend son discours, son idéologie dans le monde entier, et très fortement en France. Aujourd'hui, je pense que dans énormément de pays du monde, il y a un danger de basculement vers des régimes autoritaires ou des régimes qu'on appelle illibéraux, c'est-à-dire qui ne répondent pas aux critères de ce qu'on appelle une démocratie libérale, par exemple l'indépendance de la justice. Et cette situation que vous vivez de manière directe, violente, réelle, avec cette agression russe, eh bien cette situation dangereuse pour la démocratie et pour la paix, finalement aujourd'hui, elle est européenne, elle est mondiale. Donc c'est très important, je pense, de parler aujourd'hui, effectivement, d'une situation
qui n'est pas que locale. La dissidence, pour répondre à votre question, Tatiana, au départ, c'était quelque chose qui appartenait à l'histoire de l'Union soviétique. Moi, j'ai connu des anciens dissidents soviétiques, vous aussi sans doute, des gens d'un courage, d'un engagement extraordinaire. Vladimir Bukovski, Natalia Gerbanievsk, Sakharov et d'autres. Et énormément, évidemment, de dissidents ukrainiens qui ont payé au prix fort leur engagement. Ces dissidents, aujourd'hui, sont soit très âgés, soit ils nous ont quittés. Et en Europe occidentale, en tout cas en France, on les a un peu oubliés. Vous savez, en 1974, l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn a été un événement extraordinaire. 1 million d'exemplaires vendus de l'archipel du Goulag en France. Aujourd'hui, plus personne ne lit l'archipel du Goulag. Très peu de gens lisent l'archipel du Goulag. C'est-à-dire qu'on a oublié cette période des dissidents des années 70. Alors, l'association que nous avons créée avec des camarades, des amis en France il y a 2 ans, vise non pas à faire revivre la mémoire des dissidents, mais à essayer de montrer que dans un monde qui est en train de basculer vers l'autoritarisme, vers des démocraties illibérales ou vers le totalitarisme comme en Chine, eh bien, il faut absolument des résistants pacifiques. Alors, je précise que dissident, nous ne le prenons pas au sens historique précis comme on pouvait le concevoir dans les pays de l'ancienne Union soviétique, mais on définit un dissident de manière plus générique, plus globale, comme quelqu'un qui agit sans violence, c'est-à-dire qui ne prend pas les armes pour s'opposer à un pouvoir. Deuxièmement, quelqu'un qui agit à visage découvert, c'est-à-dire qui n'est pas un clandestin, qui n'est pas masqué. Et enfin, quelqu'un qui agit en son nom propre, c'est-à-dire quelqu'un qui agit à partir finalement de lui-même. Un dissident, c'est d'abord une personne. Ce n'est pas le petit soldat d'une organisation ou d'une idéologie. Donc, en prenant cette définition de ce que c'est qu'un dissident, nous voulons, avec cette petite association, qui est toute petite pour l'instant et qui a besoin d'aide, nous voulons faire connaître les combats pacifiques de nouveaux dissidents, c'est-à-dire de personnes qui combattent ces régimes autoritaires en Chine, en Russie, en Iran, en Bélarus, évidemment, mais aussi dans des pays qui ne connaissent pas d'état de droit, comme le Mexique, ou alors même dans des démocraties où il faut parfois dénoncer certains scandales et lutter contre certaines puissances économiques. Bref, en prenant le mot dissident au sens large, au sens de combat individuel et pacifique, nous voulons aujourd'hui montrer qu'il y a un combat qui s'engage, un nouveau combat, et que ce que vous savez, vous, très bien en Ukraine, nous, on en est peut-être moins conscients en Occident, en Europe occidentale, c'est que ces valeurs dont vous parlez, Tatiana, droits de l'homme, démocratie, liberté, elles n'ont plus rien d'évident. Et je vous dirais une chose terrible pour terminer, c'est qu'une partie de la population française, par exemple, n'est pas très attirée par les droits de l'homme. Elle considère qu'on a fait beaucoup d'erreurs au nom des droits de l'homme. Et aujourd'hui, le terme droit de l'homme n'est plus tellement valorisé en France. Il y a une véritable critique des droits de l'homme dans des pans entiers de la société. Donc, en créant cette petite association, en soutenant des nouveaux dissidents en Russie et des prisonniers ukrainiens en Russie, comme Oleg Sentsov par exemple, mais bien sûr tous les autres prisonniers ukrainiens en Russie, nous voulons montrer qu'aujourd'hui commence sans doute un combat mondial contre les nouveaux autoritarismes, contre les nouvelles idéologies antidémocratiques, et que ce combat n'a rien d'évident, et donc il dépend simplement finalement de nous tous. Voilà, c'est une première réponse que je pourrais faire. Merci Michel. Alors là, nous avons bien entendu, nous avons bien défini les termes de nouveaux dissidents. Qu'est-ce que c'est la nouvelle dissidence? Et bien malheureusement, notre pays fait partie de cette lutte,
puisque l'association animée par Michail Tcherninov a fait beaucoup d'efforts pour défendre, pour soutenir Oleg Sentsov, qui est à Russie, détenu illégalement, ce que nous savons tous ces histoires, et nous allons y revenir encore quelques fois, à plusieurs reprises. Mais là, je voudrais poser la question à notre intervenante Alexandra Matvichuk. Alexandra, Alexandre, depuis plusieurs années, vous luttez dans le domaine de la protection des droits de l'homme et on a parlé des nouveaux dissidents. Il s'agit que ce soit à la Chine ou que dans d'autres pays. Et ces idées nous sont proches parce que nous avons le problème des prisonniers ukrainiens en Russie. Parlez-nous, s'il vous plaît, combien y a-t-il de personnes, de prisonniers, et pour ne pas avoir l'affaire. Merci beaucoup. J'ai le plaisir d'être présente dans cette salle. Comme Tatiana a dit, je travaille dans la défense des droits de l'homme et nous luttons pour les prisonniers en Crimée, en Russie et dans le territoire occupé. Je voudrais commencer par un proverbe que l'histoire apprend, qu'elle n'apprend rien. Mais celui qui ne la connaît pas sera obligé à la répéter. Et peut-être les personnes de l'âge plus avancé, elles ont un peu l'impression des cycles qui se répètent de l'histoire. Et donc récemment, l'Ukraine a célébré la journée de prisonniers. Donc ça concerne le pogrom de l'intelligentsia ukrainienne en 1933. Des dizaines, 67. Il y avait Stus, Ivan Svitlichny et d'autres qui ont été arrêtés. Et maintenant, ces personnes des années 60, elles prennent part à nos actions de solidarité. Ils écrivent les lettres aux nouveaux prisonniers politiques. Ils écrivent les lettres à Amir Seïdkouk en Crimée, qui a été emprisonné pour son activité de la défense des droits de l'homme. Alexandre Wagner, qui a été mis en prison parce qu'il avait la dignité de ne pas enlever de sa maison le drapeau ukrainien. Ils ne peuvent pas écrire maintenant, mais s'ils pouvaient le faire et si les lettres pouvaient venir, ils auraient pu envoyer une lettre au journaliste Asseyev qui se trouve à Donetsk ou à Oleg Glazuk qui se trouve également en prison dans la région de Donetsk pour sa position. Et le symbole de ces personnes qu'on ne connaît pas le nombre exact, alors qu'on essaie d'en compter. Nous ne connaissons que le sommet de cet iceberg. Et il y a 70 prisonniers politiques en Russie, en Crimée occupée, et plus de 100 personnes qui se trouvent dans les caves de Donbass occupées. Et le symbole de ces personnes, qu'on appelle otages de Kremlin, c'est Oleg Sentsov. Et ici, je voudrais faire un parallèle entre les dissidents des années 60 et les nouveaux dissidents, parce que une grande partie de ces prisonniers, ce sont des personnes qui ont été jetés en prison pour leurs paroles et pour leur position et pour leur activité non violente dans la lutte pour la liberté et la dignité. Et vous savez, même à l'exemple d'Oleg Sentsov, on voit que même quand on n'a aucun autre moyen de lutter que la parole et sa position propre, on peut faire beaucoup de choses. Et lui, il l'a prouvé quand il a commencé la grève de faim, et il a mis sa vie en danger. Et la position
et la parole d'une personne qui se trouve au nord extrême à la Betnanga. Et grâce à lui, le monde a commencé à parler des prisonniers politiques ukrainiens, de ces problèmes. Et je voudrais terminer par le fait qu'il y a aussi quelque chose de proche entre ces périodes, la solidarité internationale. Nous avons commencé l'année passée une action globale Sauver Oleg Sentsov et plus de 40 pays ont participé. La France a été très active et nous la remercions. Et si je ne me trompe pas, il y avait 7 villes françaises qui ont participé et beaucoup de choses ont eu lieu à Paris. Nous avons coopéré avec nos collègues de Nouveaux Dissidents et nous en sommes reconnaissants. C'est parce que c'était eux, avec les Ukrainiens de la France, ont pris l'initiative d'un flash mob en envoyant les cartes postales à Macron. Et avec la participation des médias français, des intellectuels français, ils ont réussi à faire que le président français arrête son congé et qu'il parle d'Oleg Sentsov. Et la lutte pour la liberté et la dignité n'a pas de frontières. Et c'est ce que je comprends dans la notion de nouveau dissident. Donc voilà, c'était. Oleg Sentsov, il a exigé la libération de tous les prisonniers. Il ne demandait pas sa propre libération. Et donc, effectivement, nous allons suivre cette histoire de près. Nous espérons vraiment que ça soit pas critique, mais malheureusement, nous voyons que le problème n'est pas toujours résolu. Il faut continuer la lutte, il faut continuer le combat. Et donc, j'ai la question pour un autre. Pour notre intervenant, la personne qui a vu beaucoup de choses, qui a connu beaucoup de gens. Vous avez connu vous-même ce que c'est le mouvement de la première dissidence. Vous venez de Rostov, peut-être vous avez un regard un peu différent sur notre époque. Est-ce qu'à l'époque, les dissidents, dans le sens classique de ce mot, qui a été mentionné par Michel, on parle, voilà, donc maintenant on parle d'un dissident. Nous avons entendu la définition de Michel, donc comme d'une personne qui est solitaire, qui s'oppose au visage ouvert au régime. Donc maintenant, on parle, et donc ces personnes, elles s'opposent à des régimes autoritaires, peut-être un peu moins puissants, mais si on compare, qu'est-ce qui a changé? Quel est le sens pour vous, l'expression les nouveaux dissidents? Bonsoir à tous. Je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette discussion et je tiens à dire que quand même je ne réduirai la notion du nouveau dissident à nos prisonniers ukrainiens en Russie, parce qu'il faut comprendre que l'Ukraine, tout comme les autres pays du monde, vit une sorte de une tendance assez sérieuse, assez conservatrice, de la droite conservatrice, et de plus en plus nous entendons les voix qui sont plus visibles. Ce sont les radicaux, comme par exemple National Corpus, c'est une des organisations, C14, ce sont les groupes de l'extrême droite, ce sont les groupes qui essaient d'influencer le travail des tribunaux, qui peuvent casser des expositions qu'ils n'aiment pas, qui sont prêts à utiliser la violence contre tous ceux qui ne sont peut-être pas assez patriotiques ou qui ne sont pas des patriotes tels comme ils les imaginent qu'ils doivent être. J'ai nommé
j'ai mentionné ces groupes de l'extrême droite, mais en réalité, le problème, il est beaucoup plus large. Je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit ici sur les nouveaux dissidents, mais je tiens également à noter que moi-même, j'ai participé au mouvement des dissidents à l'époque soviétique et je connais pas mal de choses. J'ai vraiment connu des personnes de ce mouvement et j'avais des amis très proches. Et c'était un groupe assez nombreux. Et à part ça, mon organisation, c'est l'ancien mémorial de Kharkiv, et donc maintenant c'est le groupe de défense des droits de l'homme. Et donc mon organisation a beaucoup travaillé sur l'histoire du mouvement des dissidents à l'ex-URSS et en Ukraine, en Union soviétique et en Ukraine. Et donc nous avons fait nous-mêmes une définition de ce qu'est dissident. Dissident, c'est quelqu'un qui est perçu comme dissident par le KGB, parce que c'est le KGB qui poursuit cette personne. Donc c'est la façon la plus facile de diviser, d'identifier des dissidents et de les différer des autres. Moi, en ce moment, je n'ai pas assez de temps pour vous montrer ça de façon concrète avec des chiffres, mais c'est une définition avec laquelle on peut travailler et c'est une hypothèse avec laquelle qui est très utile et qui est très pratique pour travailler. Malheureusement, je pense que cette définition, elle reste actuelle parce que les dissidents, pour nous, ce sont ceux qui provoquent un intérêt du service secret. Et ce service secret ukrainien, il reprend un peu la tradition du KGB. Et moi, je dirais que j'ai un sentiment du déjà vu, parce que des fois, je vois que stylistiquement, c'est ce que j'ai vu il y a 30, 40, 50 ans. Et franchement, cela me rend très inquiet, comme cela témoigne d'un problème global ukrainien. C'est le refus d'accepter, de tolérer les visions qui sont différentes, aucune envie d'en parler, d'avoir une discussion civilisée. Le refus de se baser sur le droit, mais c'est plutôt le désir d'opprimer l'opposant avec de la force, forcer à changer d'opinion. Malheureusement, cette tendance, elle est très présente dans la politique, dans la société civile. Il faut le reconnaître, il faut en prendre conscience et après décider ce qu'on peut faire avec cela. Maintenant, je peux vous donner des exemples concrets ou je le fais plus tard en fonction de ce que dit la modératrice. Bon, s'il vous plaît, je vous lis une chose suivante. Une professeure de 2 universités, qui a un statut de professeur, qui est poète, elle a été convoquée par le recteur d'une des 2 académies où elle enseigne. Enseigné, il y a eu 5 collaborateurs, 5 représentants du service secret, mais pendant quelques heures, elle a dit, c'était le recteur qui m'a convoqué le 17 janvier. La rencontre était fixée pour le 18. C'est en russe, je ne vais pas traduire en ukrainien. Après. On m'a parlé d'abord de mes publications sur Facebook anti-militaires, anti la guerre. Et après le début de cette discussion, il y a eu des gens qui sont entrés, qui se sont présentés comme les représentants du service secret. Ils ont dit que ils se sont référés à des témoignages des autres personnes. La question qui a été surtout posée, c'était Zakhar Prilepin. Et on m'a proposé de signer le document intitulé Avis du service secret, que mon activité côtoie l'activité terroriste. Vous savez, ce sont les méthodes, c'est une histoire que je connais très bien parce que je me souviens qu'il y avait un décret du cabinet de ministres de la République soviétique ukrainienne.
il y avait un décret sur l'utilisation des navires comme une forme, comme un outil de lutte contre, un outil de prévention contre les gens qui sont subversifs par rapport au régime soviétique. Moi, je ne sais pas combien de personnes en réalité ont reçu cet avis, ont été avisées, mais en moyenne, un URSS, cette prévention, elle a été appliquée à près de des centaines de milliers de personnes pendant toute cette période. Pendant toute cette période, c'était déjà près d'1 million de personnes. Et le fait qu'aujourd'hui, le service secret ukrainien, stylistiquement, a la même façon de se comporter, franchement, mon attitude envers cela est très mauvaise. Ce n'est pas possible de le faire. Et le scandale récent avec l'étudiant de l'Académie des Beaux-Arts, Spartak Kachanov, qui a fait une sorte d'exposition assez provocatrice, il faut le reconnaître, au premier étage de son académie. Et il a été tout de suite... accusé de tous les péchés possibles et on est en train de l'exclure, de le renvoyer de l'académie. En même temps, il est en 4e année déjà. Et on l'explique par... ils disent qu'il fait mal ses études, qu'il n'est pas bon, mais il y a eu l'organisation de l'extrême droite C14 qui a fait des menaces et ces jours il est parti en Finlande en se présentant comme réfugié et j'ai l'impression, je ne suis pas sûre, mais selon mes dernières informations, il aurait reçu, il aurait été reconnu comme réfugié. Vous savez, en Ukraine, on a vraiment ce penchant de résoudre cette tendance de résoudre les problèmes de cette façon avec de la force et c'est très négatif. On peut mentionner plusieurs choses, par exemple la politique en général, la politique de l'État par rapport aux personnes déplacées qui proviennent des zones de conflit et des zones occupées par les forces russes et pro-russes. Ce sont ces personnes sont discriminées, c'est-à-dire leurs droits ne sont pas respectés. Ils ont du mal à recevoir les aides, les allocations. Et cela ne fait que renforcer leur... s'ils ont, par exemple, s'ils sont plutôt contre... qui ne sont pas pro-ukrainiens, leurs humeurs ne changent pas, elles restent, elles se renforcent. Et ceux qui étaient au début plutôt pro-ukrainiens, ils peuvent changer d'avis. Et donc ce n'est pas intelligent de le faire, parce que évidemment nous savons tous que Donbass c'est l'Ukraine et ce sera ainsi, cela ne va pas changer. Mais il faut bien réfléchir à la façon de réintégrer ce territoire à l'Ukraine. Et cette politique existante, elle provoque l'apparition des personnes qui sont contre cette politique. Parce que, si par exemple... on peut, ce que je dis en ce moment, il y a une possibilité qu'on me traite qu'on reconnaît mes propos comme des propos anti-ukrainiens. Donc il y a beaucoup de choses pareilles. Mais quand on parle de la dissidence, l'absence de la vraie liberté intellectuelle en Ukraine, c'est un vrai problème. C'est très important. Donc, il y avait une autocritique, comme une thèse concernant les droits de l'homme. Voilà, donc il n'y a pas de... évidemment, on ne peut pas dire qu'il y a de bons États ou de mauvais États. Il n'y a pas une bonne identité ou mauvaise identité. Mais si on parle vraiment, si on parle de l'idée de la protection des droits de l'homme, si on parle de la valeur des droits de l'homme... par exemple, si on veut se différer des Russes qui oppressent, qui ne respectent pas les droits de l'homme,
il faut faire quelque chose. En même temps, il y a un problème qui reste, qui est soulevé, qui est évoqué par l'association de Michel, c'est le problème de la solidarité. Solidarité, parce que là, pourquoi nous nous comprenons? Pourquoi vous trouvez un langage commun avec un défenseur des droits de l'homme, qu'il soit en Chine, qu'il soit au Mexique, qu'il soit en Russie, etc. Puisque comment expliquer voilà, votre action? Parce que votre action se base sur le phénomène de la solidarité, également évoqué par Alexandra. Elle a parlé voilà, de hommes et de femmes qui écrivent des lettres à des détenus politiques. Peut-on dire en quelque sorte que cette solidarité, c'est une plateforme, c'est une valeur, si vous voulez, commune qui aide à soutenir les hommes et les femmes dans le monde entier? Et quelle forme, je finis ma question, quelle forme cette solidarité peut-elle prendre aujourd'hui pour être efficace? Merci. Je pense que la solidarité qui peut naître vis-à-vis de personnes dont on ne connaît pas la culture, dont on ne connaît pas la langue, dont on ne connaît pas la situation précise, aujourd'hui, je crois qu'elle naît d'abord d'une prise de conscience. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que nous ne sommes pas à un moment anodin de l'histoire. Nous sommes à un moment de l'histoire où le paradigme démocratique des années 1950-1960 est peut-être en train de se renverser, de basculer vers autre chose. Et ça a commencé sans doute avec la Russie de Vladimir Poutine, en même temps avec la Turquie de Recep Erdogan. Ça a continué avec le nouveau totalitarisme chinois mis en place depuis 2013 par Xi Jinping en Chine. Ça continue avec le régime des généraux en Égypte. Et je passe sur les signaux inquiétants par rapport à la démocratie dans le monde. Donc je pense, pour répondre à votre question, que la solidarité, c'est quelque chose qui naît d'un moment de prise de conscience. Et que ce moment existe aussi et a existé chez les dissidents. Un dissident, à mon avis, c'est ça qui m'intéresse chez eux. Moi, c'est la réalité humaine, finalement, presque morale, presque éthique. C'est qu'un jour, on se rend compte, on prend conscience qu'on ne peut pas se taire. Je pense à cette femme qui, le jour où l'Union soviétique, où les troupes du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie en 1968, eh bien cette femme décide à Moscou d'aller manifester sur la place rouge. Et elle va avec 8 personnes, à 8, ils organisent une manifestation sur la place rouge le 20 août 1968. 10. Ouais, c'est ça, 8 personnes. Et tout je laisse présent. 8 personnes sur la place rouge et évidemment ils se font arrêter immédiatement. Viktor Feinberg va passer des années en hôpital psychiatrique pour dissidents. Natalia Gerbanievsk est venue avec son landau et son bébé dans le landau. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment où il y a une prise de conscience et une décision d'action. Et ça, je pense que davantage qu'une valeur abstraite, c'est un moment humain. C'est un moment de prise de conscience. Et finalement, je pense qu'on ne sait jamais soi-même quand est-ce qu'on va agir et si on va bien agir. Donc je pense qu'il y a des prises de conscience individuelles, mais qu'aujourd'hui nous vivons une sorte de cristallisation collective, parce que je citais quelques dirigeants du monde, Poutine, Erdogan, Xi Jinping, mais il y a quelques mois, on a élu un homme d'extrême droite au Brésil. En Italie, le gouvernement est mené par une alliance entre les populistes, humoristes d'un côté, et je crois que vous avez aussi des candidats humoristes au présidentiel, et l'extrême droite de l'autre. Bref, il se passe ce moment de retournement, et donc il y a un moment de prise de conscience. Donc moi, je crois à l'information, à la réflexion, à la prise de conscience, et je crois que la solidarité, elle se fait quand les gens se disent que
que si on ne fait rien, eh bien, ça va provoquer des catastrophes. Et je reviens un instant sur ce qu'a dit M. Zakharov, c'est que il a tout à fait raison. Les dissidents, c'est pas toujours chez les autres, c'est pas toujours dans un autre pays. Bien sûr qu'on parle des plus de 70 prisonniers ukrainiens en Russie, et qu'il faut les libérer, et qu'on fait des actions pour ça. Mais il y a aussi des prisonniers russes en Russie, bien sûr. Et puis, peut-être que dans chacun des pays, il y a des injustices, des abus de pouvoir qui vont faire naître des formes de dissidence. Par exemple, en France, c'est un pays qui est une démocratie, qui fonctionne relativement bien, même si aujourd'hui il y a des demandes de démocratie plus fortes qui viennent du mouvement des Gilets jaunes. Mais en même temps, dans certains domaines, par exemple dans le domaine pharmaceutique, il y a des scandales. Et il y a quelques années, il y avait une femme qui s'appelait Irène Frachon, qui travaillait dans un groupe pharmaceutique qui avait lancé un médicament dangereux pour la santé. Eh bien, elle a dénoncé ce médicament, elle a été chassée de son travail, elle a été harcelée, on lui a fait un procès. C'est une forme de dissidence. Pour moi, Irène Frachon, en France, c'est quelqu'un qui a une attitude de prise de conscience, de dénonciation, à visage découvert, non violent, et elle a connu la persécution. Donc, c'est très important ce que vous avez dit. La dissidence, c'est pas toujours loin, c'est pas toujours ailleurs. C'est d'abord une question, je pense, personnelle de prise de conscience, et ça peut se passer finalement partout. Merci beaucoup, Michel. Олександро, продовження у цієї теми, що дисидентство це не завжди. Merci, Michel. Là, maintenant, je voudrais m'adresser à Alexandra. Oui, c'est vrai, ce qu'on a évoqué, un problème qui a été évoqué par Eugène et par Michel, le problème de la solidarité, le problème du fait que, voilà, il y a quelque chose qui se passe ailleurs, dans un autre pays. Mais un moment très important, c'est le moment d'auto-identification avec quelqu'un d'autre. Parce que moi, personnellement, par exemple, moi, je ne suis pas dans une cellule en Russie, mais je me sens comme lui. Et c'est pour ça que je vais agir. Donc, quelque chose qui vous pousse à agir. Tandis que l'idée l'idée de ceux qui oppressent, ils disent, voilà, les autres ne sont pas comme nous, il faut lutter contre eux, il faut, avec tous les moyens possibles, il faut leur casser la vie, il faut les prévenir, il faut leur faire des avis ou même les emprisonner. Donc il faut lutter contre, lutter contre ces autres. Donc c'est la reconnaissance de l'autre comme un autre, comme quelqu'un qui nous empêche. Et donc c'est pour ça qu'on peut l'oppresser, on peut l'opprimer. Donc votre organisation, comme je comprends, ne s'occupe pas seulement des prisonniers politiques, mais vous parlez beaucoup publiquement de ce qui est fait en Ukraine, de ce qui n'est pas assez fait ou n'est pas fait en Ukraine pour les prisonniers politiques et en général pour le respect des droits de l'homme. Si on pouvait évoquer, disons, 1, 2, 3 défis les plus importants pour l'Ukraine en dehors de ce qu'on a évoqué comme l'extrême droite qui est juste le sommet de l'iceberg. Vous savez, avant de parler des 3 choses, je voudrais faire une petite remarque sur l'auto-identification parce que je pense que c'est très important de dire que nous luttons, nous combattons pour les gens, pas parce qu'ils sont des héros ou parce qu'on s'identifie à des personnes. Je suis désolée, la liste des 70 personnes qu'on connaît, vous savez, tout le monde ne sont pas comme Oleg Sentsov. Il y a par exemple Sergei Litvinov qui était juste faisait de la ferraille, qui a été arrêté pour il a été accusé. Il a été accusé de façon absolument illégale, mais je ne pense pas que les gens qui sont présents, les personnes qui sont présentes ici,
serait prête à s'identifier à quelqu'un qui faisait de la ferraille, qui était presque un SDF dans un village éloigné. Parce que, vous savez, c'est agréable lutter pour des héros, combattre pour des héros, pour des héros. Et c'est agréable de s'identifier à Oleg Sentsov, mais il faut lutter pour tout le monde, pour tous, si les droits de l'homme est une valeur pour nous. Et en ce qui concerne votre question, vous savez, à mon avis, 5 ans après la révolution de la dignité, il y a quelques défis qui se posent devant l'Ukraine. Et le premier défi, je vais dire tout brièvement, ce sont les réformes, parce que la notion de la réforme commence à avoir une connotation plutôt négative, elle commence à être renversée. Ce n'est pas un secret. Depuis Maïdan, on n'a pas eu un changement du système politique et c'est la réponse principale à la question pourquoi nos réformes n'ont pas ce caractère systémique, ne sont pas assez radicales. Et pendant 5 ans, nous étions témoins des tentatives du pouvoir d'un côté de faire quand même quelque chose de positif, mais tout en gardant leur influence sur la police, les tribunaux, sur des autres instituts pour se maintenir se fixer, pour ne pas quitter ces cycles électoraux. Et depuis 2 ans, je pense que nous avons vu les tendances de plus en plus négatives, une sorte d'inertie qui a commencé avec la discréditation des militants qui ont lutté contre la corruption et ce qui est terminé par l'augmentation des attaques physiques contre les militants dont l'apogée était l'histoire choquante avec Katerina Handzuk. Et le deuxième défi, c'est le défi qui a été mentionné par Jeanine, et je dirais tout brièvement, la guerre. Et là, je parle non seulement de 13 000 victimes qu'on vous retrouve dans les derniers rapports de l'ONU ou 20 000 blessés. Là, je parle de l'influence de cet impact que la guerre fait sur toute société. L'Ukraine ne fait pas exception. Le premier aspect, c'est qu'il y a la tolérance à la violence qui augmente. Et donc, ces groupes paramilitaires, ces groupes radicaux, ce sont des symptômes de ce qui se passe dans la société. Et le deuxième aspect est très intéressant. Et là, nous devons être honnêtes vis-à-vis à nous-mêmes. Parce que le pouvoir, l'autorité, n'importe quel pouvoir pendant la guerre a la tendance de dépasser les lignes rouges. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, les défenseurs des droits de l'homme? C'est limiter les libertés de façon improportionnelle. Et quand nous disons « arrêtez-vous », là c'est la ligne rouge. Et le pouvoir nous dit « attention, on fait la guerre à l'agression russe ». Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, nous, les défenseurs des droits de l'homme, nous devenons les dissidents parce que les gens, quand on dit à la société, on a besoin de ça, on a besoin de limiter les libertés, on a besoin de ça parce qu'on fait la guerre à la Russie. Alors les gens qui étaient à Maïdan pour la liberté de la réunion, la liberté, il y a des gens. Il y a des gens qui refusent, qui sont d'accord pour abandonner ces valeurs. Je vais être brève, je vais juste mentionner, hier nous avons eu un ciné-club et nous avons parlé de la question des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et l'intervenant que nous avons invité, il a parlé des critères de l'ONU. Et il a dit qu'avec ces critères qu'il y a un risque qui augmente. Un des critères, c'est l'apparition des euphémismes. Nous nous souvenons très bien à Rwanda, quand on traitait les Tutsis de cafards. Et dans cette salle, nous avons eu dans la salle, dans le public, on s'est rappelé qu'il y a des termes différents qui apparaissent. Il y a d'une tendance de déshumanisation de l'adversaire. Et c'est un des défis, parce qu'il ne faut pas oublier. Oui, nous faisons la guerre à la Russie, nous luttons contre la Russie, mais nous luttons pour des valeurs, nous luttons pour notre choix démocratique. Et notamment gagner la guerre contre les Russes et se transformer en un État autoritaire, ça n'a aucun sens.
Merci beaucoup, Alexandra. C'est une idée très importante parce que nous sentons ce qui se passe dans la société et on ne peut pas éviter à penser à cela, mais on pense toujours à la solution. Quelle peut être la sortie de cette situation? Eugène, vous savez, à un certain moment, j'ai été impressionnée par votre idée. Dans une de vos interviews, en analysant les réformes sur ce qui se passait dans notre société ukrainienne, déjà après la révolution de la dignité, je ne me souviens plus dans quel contexte ça a été dit et pour quels médias, mais vous avez dit qu'il existait on a parlé de nouveaux organismes de lutte contre la corruption, et vous avez dit qu'ils ont senti l'odeur du sang, et vous avez parlé des accusations injustes. Parce que, vous savez, c'est très difficile parce qu'il y a des personnes, par exemple, innocentes, mais si on les accuse, c'est très difficile après de se justifier. Et même, vous avez dit, sur Facebook, on a peur de ce que diront les autres sur nous. Et vous avez dit que ceux qui luttent pour les réformes, ils ne comprennent pas que vaut mieux que 10 coupables sortent de prison que condamner de façon injuste une personne innocente. Je pense que c'est mieux. Je pense que cette idée elle est vraiment dans l'esprit des dissidents, elle est vraiment dans l'esprit de votre peut-être génération. Peut-être vous pouvez développer votre idée, expliquer. Peut-être elle ne peut pas être bien comprise peut-être actuellement, votre idée. Merci pour cette question. En ce qui concerne les autorités anticorruption, effectivement, j'ai participé à la création de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et j'ai participé aux travaux de la commission qui a fait au jury de sélection du directeur, donc j'en suis responsable également. Et à mon avis, je sens très bien que ce qui se passe chez nous, c'est pas comme on le voulait. Donc c'est lié tout d'abord avec le fait que les sources de la corruption sont liées avec l'absence du marché. Les relations de corruption remplacent en quelque forme le marché. Le grand business est très proche du pouvoir, il se sert du pouvoir et comme suite nous avons donc cette étendue de la corruption qui a été modifiée. Maintenant, là, on a la corruption politique qu'on n'avait pas avant en Ukraine. Et dans ces conditions, se baser sur la lutte contre la corruption, c'est juste les poursuites sélectives. Et dans ce domaine de poursuite pénale, on ne peut le faire que quand il y a des règles dans le business qui sont déjà établies. Alors que chez nous, c'est pas le cas. Et au cours des années, déjà il y a 4 ans que cette agence nationale de lutte contre la corruption fonctionne. Et le parquet spécialisé anticorruption qui fonctionne, donc cela a entraîné on ne peut pas dire que leur activité est efficace. Les sondages sociologiques ont montré que le niveau de confiance envers ces autorités, ces organes a baissé beaucoup. Il faut ajouter aussi qu'il n'y a pas de contrôle réel de leur activité. Et dans un pays, le meilleur pays civilisé, démocratique, si les organes d'instruction ne sont pas contrôlés, ils commencent à exagérer, à se servir de leur pouvoir trop. Et donc on a rencontré donc les directeurs de ces agences, mais nous n'avons
et même il y avait une déclaration de 4 personnes, Mustafa Djemilev, Rifat Choubalov, moi et une autre personne. Nous avons fait une déclaration contre les activités de cette agence, mais on n'a pas parlé de ça, on a fait semblant que rien ne s'est passé. Et les affaires que nous avons évoquées, elles continuent. L'injustice, elle continue. Aussi, on a un grand problème dans cette activité des organes anticorruption. On voit bien le problème général de toutes nos réformes. Comme ces questions sont très politisées, c'est ce que je voulais dire. Et nos gestionnaires, ils ont une logique très bizarre. Ils ne vont soutenir les réformes quand ça leur ajoute de l'importance. Si ça ne leur permet pas de devenir plus important, ils ne le soutiennent pas. Je l'ai observé plusieurs fois. Donc, en ce qui concerne les différents procès. Deuxièmement, il y a une résistance silencieuse à ces réformes. Il faut dire que ce n'est pas l'année 2014 ou 2015. Ils ne veulent pas de changement. Et il y a parfois une résistance parfois qu'on ne peut pas remarquer, mais parfois assez prononcée, la résistance aux réformes. Qu'on parle des réformes, des différents problèmes de la ligne de délimitation ou donc des recrues dans l'armée ou du service dans l'armée ou du problème du service de sécurité. Dans toutes ces questions, on peut voir la lutte de pratiques vieilles, obsolètes, soviétiques, rudimentaires, et avec les technologies modernes qui essayent de changer la situation et pour avancer vers les valeurs européennes et humaines. Donc c'est vraiment un bon indicateur. Toute action de pouvoir, on peut les évaluer dans ce sens. Si c'est utile ou non. Est-ce que c'est par le style, c'est soviétique, ou si ça va dans l'autre sens. Je ne peux pas dire franchement qui est-ce qui va gagner dans cette lutte, parce que le système qui dans une large mesure, elle est restée encore soviétique. Je peux citer encore plusieurs exemples. Je travaille avec cela au quotidien. Donc, s'ils ne veulent pas de changement, ils se sentent confortables. Voilà un exemple très chaud, si on peut dire. On a beaucoup parlé, mais ça se répète tout le temps. Nous avons, quand il y a un appel au service et le plan de mobilisation dans les régions, et dans les régions où le plan n'est pas rempli, on commence à arrêter les jeunes personnes pour les amener vers les centres militaires, et on les envoie dans l'armée, indépendamment du fait que s'ils habitent dans une autre région, ou bien c'est un étudiant qui a la possibilité, le droit de ne pas faire le service. L'essentiel, c'est de remplir le plan. On en a parlé beaucoup, on a écrit beaucoup. On m'a donc appelé même la main du Kremlin, parce que j'étais opposé publiquement. Mais néanmoins, chaque fois qu'on ne peut pas avoir assez de personnes, ils le répètent. Même à Kiev, récemment, on a eu des cas. Mais je voudrais dire qu'un meilleur moyen de
de, de faire que les gens soient contre l'Ukraine, c'est d'agir de cette sorte. Aucune propagande russe n'est pas nécessaire. C'est une approche absolument soviétique. On peut encore donner beaucoup plus d'exemples. Oui, il n'y a pas longtemps, il y a eu des situations, ça coïncide avec ce que vous dites, quand on prend les gens dans des trains pour les mettre dans la garde nationale. Oui, des fois, la réalité reprend, pardon, on a eu ça dans un film, hein, voilà, donc on a vu ça dans la réalité aussi. Donc, un autre problème dont je voudrais parler dans le cadre de notre discussion, et je vais m'adresser à Michel, encore une fois, c'est le sujet qui a été déjà un petit peu abordé par Alexandra quand elle a dit qu'il faut lutter, il faut combattre pour tous ceux qui sont injustement condamnés. Voilà, même si on ne s'identifie pas à quelqu'un, voilà, qui peut-être ne provoque pas chez nous beaucoup de compassion. Et donc, un des grands projets qui sera réalisé par l'association Les Nouveaux Dissidents, l'association de Michel, c'est le soutien non seulement on peut dire des dissidents stars, des stars. Oleg Sentsov, il est devenu très connu grâce à son geste très puissant quand il a exigé la libération de tous, mais aussi on envisage de faire quelque chose pour la libération de ceux qui ne sont pas connus, parce que on ne pourra pas se souvenir de 70 noms. Les 70 noms, on peut se souvenir peut-être même pas les 10 premiers. Ce sont non prisonniers, mais on les connaît pas. Mais si on parle de l'étranger, en général, à part Sentsov, et peut-être il y a des gens qui connaissent Kolchenko, mais les autres non, ça ne dit rien à des gens. Donc, comment les grands protègent les petits, ça veut dire comment les connus protègent moins les gens qui sont moins connus, c'est-à-dire des personnes plus peut-être simples. Donc voilà, une autre activité de l'association de Michel, voilà, et je crois qu'il va nous parler. On serait sur voilà, j'ai moyen petit. Alors là, voilà, sur votre nouvelle initiative qui est une suite logique de ce que vous avez fait pour Sentsov, mais ce qui est encore à venir, c'est une initiative de soutenir, une initiative de parrainage, ou comment vous appelez ça, un parrainage de carrément chaque prisonnier politique ukrainien, et donc voilà, pour mettre en valeur, pour le faire plus visible, pour qu'il y ait plus de solidarité, de mobilisation autour de chaque personne détenue à Russie. Oui, merci Tatiana. D'abord, c'est vrai que c'est compliqué parce que d'un côté il y a Sentsov et on l'a dit, vous l'avez tous dit, il n'est pas tout seul. Alors l'enjeu en France, nous, c'était d'abord de faire connaître Sentsov. Parce que même Sentsov, au début, n'était pas du tout connu en France. Je me souviens, quand on a appris son arrestation en Crimée par le FSB, on a fait une manifestation improvisée devant l'ambassade de Russie. On était 8, vous voyez ? On était nous aussi 8. C'est-à-dire pas nombreux, quoi. Les Français, souvent, ne connaissaient pas Sentsov. Jusqu'à l'année dernière, où on a fait une grande soirée au théâtre de l'Odéon à Paris, on a lancé des grandes pétitions, on est allé déposer la pétition dans l'ambassade russe à Paris, donc on a vu un officiel de l'ambassade russe qui a dit qu'il transmettrait ça au MID à Moscou, etc. On n'a eu aucune nouvelle après. On a organisé des soirées, on a mobilisé des acteurs, des cinéastes, enfin voilà. Nous, notre enjeu, c'était d'abord de faire connaître Sentsov pour faire connaître le cas des 70 prisonniers ukrainiens. Et on est allé à l'Élysée, on a vu les conseillers diplomatiques, on a été énormément aidé par le formidable ambassadeur des droits de l'homme, François Croquette, qui nous a aidés justement à diriger ces actions. Bref, il est évident que cette action de longue durée, qui a duré, de novembre 2017 à octobre 2018, pour l'instant, elle a échoué. C'est-à-dire que nous, on a cru à la libération d'Oleg Sentsov.
On a cru à des moments que Oleg Sentsov allait être libéré ou échangé. Donc c'était des moments difficiles. Alors, depuis qu'on l'a contraint à arrêter sa grève de la faim, en effet, on veut poursuivre l'action de mobilisation en France, pour Sentsov et pour les autres. Donc, avec Galia Kerman, qui dirige une association qui s'appelle le Forum européen pour l'Ukraine, et que certains d'entre vous connaissent, on va essayer, dans les semaines qui viennent, d'imaginer une nouvelle forme d'action. Alors, ça serait de demander à des personnalités publiques, notamment des maires, mais aussi peut-être des intellectuels ou des acteurs, de devenir en quelque sorte le parrain d'un prisonnier politique ukrainien. Donc pas seulement de Sentsov, mais de tous les autres. Alors pourquoi les maires? Parce que vous savez, ces temps-ci en France, il y a ce fameux mouvement des Gilets jaunes, mouvement de révolte contre le personnel politique, et les seuls, responsables politiques qui ont encore un peu d'écoute et de soutien de la population, ce sont les dirigeants locaux, c'est-à-dire les maires des communes de France. Donc, avec Galia Kerman, sans doute avec les cinéastes, parce que c'est une action que nous menons en commun avec l'association des réalisateurs de films et beaucoup de cinéastes très connus, Laurent Cantet, qui a eu la Palme d'Or à Cannes, etc. On va essayer de relancer donc une mobilisation pour Oleg Sentsov, où on va essayer de trouver des personnalités qui donc deviendront personnellement liées à une personne. Alors il faut qu'on organise ça avec vous, avec ceux qui connaissent bien la vie, la biographie de ces 70 prisonniers. Et ensuite, nous aimerions que chaque parrain écrive à l'avocat du prisonnier, écrive au FSIN, écrive aux autorités pénitentiaires, écrive éventuellement aux responsables politiques russes. Vous savez, parfois les villes sont jumelées en France. C'est-à-dire une ville a une jumelle en Russie. Le maire d'une ville pourrait écrire à sa jumelle russe, au maire, pour demander, enfin aux autorités de la ville, au gouverneur, pour demander des nouvelles de ce prisonnier. Bref, c'est une action qui va être difficile, qui va être importante. C'est pas sûr qu'on y réussisse, parce que il faut de la force, donc on a besoin aussi d'aide. On va essayer en fait de faire que après quand même le grand écho médiatique qu'a eu le cas d'Oleg Sentsov, entre la Coupe du Monde de football et le mois d'octobre, là tout le monde a entendu parler d'Oleg Sentsov en France. Après, ça s'est retombé. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'en France, on n'oublie pas les prisonniers ukrainiens. Donc on va, comme on a inventé l'histoire des cartes postales qu'on a envoyées tous sur le bureau d'Emmanuel Macron pendant qu'il était en vacances, nous aussi on était en vacances, il faut dire, des soirées, on a aussi organisé des projections de films de Sentsov devant l'ambassade de Russie à Paris. Ça leur plaisait pas beaucoup. Ils appelaient la police tout le temps pour essayer de nous déloger, mais on avait une autorisation de la préfecture. Bref, il faut maintenir la pression. Et donc, on va essayer, avec Galia Kerman, avec les cinéastes, on va essayer de faire en sorte que les citoyens français se sentent concernés par ces détentions arbitraires de citoyens ukrainiens en Russie. Merci Michel. Продовжуючи тему, ви сказали, що Si je continue le sujet, Vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de choses faites, mais on a oublié un peu. Donc, on n'a pas réussi à faire l'échange ou faire libérer Sentsov ni les autres prisonniers. Alexandre, si je me trompe, dans un interview récent, vous avez expliqué pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi on ne réussit pas à faire l'échange. Parce que... Donc, comment sortir de cette situation? Qu'est-ce que la Russie veut-elle en échange? Ou bien comment vous estimez cette situation?
Donc vous posez la question de la stratégie et quand on discute avec nos partenaires et nos amis dans les différents pays qui aident à soutenir cet appel de la libération de tous les otages du Kremlin, aussi on pose cette question également. Et en réalité, on range des objectifs à deux niveaux. On va faire libérer les gens, mais comment donc personne n'a pas une réponse simple, faire ça et ça. Mais on avait plusieurs hypothèses. On avait une hypothèse que grâce à cette vague médiatique et cette attention à la Russie pendant le championnat de foot, à faire quelque chose comme c'était avec le Pussy Riot au cours des Jeux Olympiques à Sochi. On a réussi à avoir 3 résolutions des manifestations dans 40 pays. Mais comme on le voit, cet objectif final n'a pas été atteint. Il faut chercher une nouvelle hypothèse et pour l'essayer. Mais il y a des choses plus concrètes et un objectif de 2e niveau. Il faut qu'on se rende compte que les gens qui se trouvent en prison avant la libération, il faut qu'ils vivent, qu'ils soient en vie, parce que ces prisonniers se trouvent parfois dans des conditions très difficiles. Avec la fille de Abotar qui a 57 ans, son père, il est sans gingembre, c'est une personne malade, il faut qu'il prenne plein de comprimés. Il a été accusé dans un crime absurde, il a été emprisonné. On ne lui assure pas des soins médicaux et on lutte non pas pour sa libération, mais au moins pour que la personne qui est gravement malade qu'elle a la possibilité de soins médicaux. Et ce système de monitoring, nous avons rencontré Galina Ackerman et nous avons discuté ça. On a testé aussi cette approche il y a 3 ans et j'ai envoyé à Galina notre menu de ce qu'on peut faire une personne simple ou une personne qui veut faire le parrainage d'un des prisonniers politiques. Et je pense qu'on va lancer ensemble les Ukrainiens et les Français, et puis peut-être d'autres pays vont nous rejoindre. Et c'est un travail au 2e niveau pour que les avocats aient la possibilité de les voir, pour qu'ils sachent qu'on ne les oublie pas, parce que le temps dans la prison il s'écoule autrement. Et ce sont des choses importantes et il faut lutter aussi pour ces choses. Aussi, c'est la continuation de la vie de ces personnes qui sont emprisonnées. Donc le chemin n'est pas facile. Monsieur Yevgen, donc nous avons parlé des choses importantes. Donc même il y a des personnes à l'étranger qui luttent pour nos prisonniers, Mais c'est un jeu sans un résultat sûr. On ne sait jamais si on aura du succès ou non. Mais il faut qu'on continue à lutter. Et les dissidents, ils ont continué à lutter. Peut-être parmi ceux qui vous entendent, parmi ceux qui nous entendent ici dans cette salle et ceux qui ne voient par Internet. Pourquoi? Qui sont ces dissidents? Pourquoi ils font des choses qui ne les concernent pas directement? Ils ont leur travail, ils ont des choses à faire. Mais pourquoi ils mettent tant de temps? Pourquoi ils mettent tant d'efforts pour changer la situation? Ne pensez-vous pas
que les dissidents, c'est une sorte de vocation, ou c'est un caractère, ou des traits particuliers. Pourquoi tout le monde ne devient pas défenseur des droits de l'homme, ou ceux qui deviennent n'arrêtent jamais? Je pense que c'est un ensemble de traits, de caractère de la personne qui pousse la personne à ce genre d'activité. Et moi, j'ai fait une sorte d'étude. Dans les années 90, j'étais aux États-Unis. Il y a eu une campagne 22 personnes de 22 pays. Et là, j'ai vu que les gens qui défendent les droits de l'homme dans des pays différents, ce sont les gens qui se ressemblent, peu importe leur race ou la provenance ethnique, l'origine ethnique. Et j'ai fait des observations psychologiques, des études psychologiques pour comprendre s'il y a des traits, des caractéristiques particulières pour devenir quelqu'un comme ces personnes, pour devenir une sorte de dissident. Et finalement, j'ai découvert qu'ils sont tous optimistes. Deuxièmement, ils sont tous altruistes. Ils sont tous humanistes, si on peut dire. Et troisièmement, ils sont un tout petit peu crazy. Ils sont un tout petit peu fous, bien sûr. Et quatrième chose, ils ont des nerfs assez forts, en général. Et donc voilà, cet alliage, cette fusion des facteurs qui fait que... qui définit ce type de caractère. Mais je voudrais aussi dire que, en réalité, chez plusieurs personnes, par exemple pour moi, c'était un petit peu par hasard que ça m'est arrivé. Et deuxièmement, je crois que c'est mon avantage personnel, c'est mon profit personnel qui me concerne, c'est-à-dire quelque chose qui me concerne. Si autour de moi il y a un grand niveau de violence, et si en général le niveau de violence qui provient de l'État dans un pays, si ce niveau de violence dépasse toutes les normes, ça va menacer moi, mes proches, mes amis. On ne peut pas vivre dans un pays où le niveau de violence est très élevé et penser que tout ira bien. Donc c'est mon intérêt, c'est mon propre intérêt personnel et de défendre les droits de l'homme. Et je l'ai toujours souligné quand on en parle. Et finalement, pour résumer tout ça, je pense que les défenseurs des droits de l'homme, ils ont un instinct moral beaucoup plus fort que l'instinct de l'autodéfense, de l'autoprotection. Voilà, je le définirais ainsi, très brièvement. Voilà. Quand vous demandez pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas dissident, je pense qu'il faut pas oublier que les dissidents au sens strict, hein, par exemple au moment de l'Union soviétique, sont ultra minoritaires. C'est-à-dire qu'ils doivent résister à la pression du groupe. Et ça, c'est incroyablement difficile. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à la psychologie sociale, vous savez, ces expériences où on teste le conformisme, l'obéissance, on voit que la grande majorité des gens n'osent pas dire autre chose que ce que disent leurs 4 voisins. Il y a des tests comme ça, vous savez, où 4 voisins disent quelque chose de faux, et en fait ce sont des acteurs, et le cinquième dit quelque chose de faux alors qu'il voit le vrai, pour dire comme ses voisins. Donc le conformisme est une puissance sociale extraordinaire, de même que l'obéissance. Là, il y a une fameuse l'expérience de Milgram aux États-Unis, où on a montré, que vous connaissez sans doute, où des gens font des décharges électriques à quelqu'un et n'osent pas désobéir parce qu'il y a un scientifique qui leur dit allez-y, il faut mettre des décharges électriques, etc. Enfin, c'est tout un protocole compliqué, mais Milgram, qui était un lecteur de Hannah Arendt, donc qui s'intéressait au totalitarisme, eh bien, il montre que désobéir et ne pas être conforme, c'est extrêmement difficile. Donc en fait, la dissidence, vous avez raison, je pense qu'il faut un peu de folie, il faut quelque chose qui vous donne la force, et ça on ne peut jamais le savoir à l'avance, je pense, de désobéir à tout le groupe. C'est-à-dire que là, comme vous le disiez tout à l'heure, Tatiana, on partage peut-être tous les mêmes idées, mais imaginez qu'on aille chacun dire la même chose dans un groupe où les droits de l'homme sont considérés comme une hypocrisie occidentale, ou quelque chose qui cache des sombres
où les droits de l'homme sont considérés comme le symptôme de la décadence de l'Occident, parce qu'il vaut mieux affirmer sa puissance. Imaginons chacun d'entre nous dans un groupe de gens vraiment qui ne pensent pas comme vous. Et c'est ça qui est difficile en fait. Donc, vous avez absolument raison, ça en fait penser à un exemple tout à fait intéressant. Il y a quelques mois, je crois moins d'un an, il y avait les soirées du cinéma français. Et donc il y avait un film que j'ai vu à cette époque-là, il s'appelle 13 témoins. Peut-être quelqu'un parmi vous l'avez. Donc c'est justement, ça porte sur le conformisme social. Il y avait 13 personnes qui ont entendu le cri d'une victime, c'est une femme qui est morte parce qu'elle était tuée, et donc mais personne n'a osé de dénoncer, de dire qu'il a entendu, puisque un a dit non, je n'ai rien entendu, puis le deuxième, le troisième, donc ils étaient 13 à cacher le fait qu'ils étaient capables de peut-être la sauver, de descendre l'escalier, etc., mais personne n'a fait. Donc ce film porte sur cette problématique du conformisme et de non-volonté de prendre la responsabilité. Or, ce qui fait, ce que vous faites et puis ce que font vos collègues ici, les gens qui sont dans la défense du droit de l'homme, ils font le contraire. Donc ils sont toujours responsables de ce qui se passe à côté. Donc ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans la vie des autres, ce qui se passe dans le pays de manière plus globale, etc. Je pense qu'il serait le moment d'ouvrir cette discussion aux autres. Я думаю, що вже час, можливо, дати можливість нарешті вам взяти участь в цій дискусії. C'est le moment pour vous de participer à cette discussion. Nous avons 3 intervenants très intéressants. Si vous avez des questions, peut-être par rapport à ce qui a été dit ou par rapport à ce qui n'a pas été dit, on peut le faire maintenant. Je vais vous demander peut-être de vous approcher pour prendre le micro, parce qu'on a besoin du micro pour faire la traduction, pour élargir un peu notre discussion. Peut-être non. Pour l'instant, on n'a pas de... Ah si, on a un commentaire. Je vois que vous ne donnez pas la solution du problème. C'est-à-dire, on est perdant. Pour les dissidents, vous êtes perdant, par définition. Donc, c'est une lutte personnelle, très bien, c'est le soutien de quelqu'un, mais c'est perdant. Ces régimes, par exemple, dont vous parlez, ils montent, ils grandissent, et c'est le choix du peuple. Hein. Donc, la question est, y a-t-il une dissidence plus intellectuelle qui proposerait la solution de base, le problème de base? Par exemple, la nouvelle organisation de la société, solution des problèmes économiques, etc. Puisque sans ça, c'est la lutte. Bon, ces prisonniers resteront là, etc. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que les dissidents ne sont pas forcément perdants, même si leur toast favori en Union soviétique, c'était « buvons à notre cause désespérée ». Le communisme a fini par tomber. Et je crois que les dissidents ont joué un rôle énorme dans la chute de l'Union soviétique. C'est-à-dire que, je reviens sur l'exemple de tout à l'heure, Alexandre Solzhenitsyn, qui d'ailleurs se sentait pas forcément très membre du milieu des dissidents, mais qui a joué un rôle énorme. C'est quelqu'un qui a décidé de lutter presque seul contre le régime soviétique. Et c'est quelqu'un qui, par sa création, je dis ça parce que je viens de relire l'Archipel du Goulag, donc je suis encore impressionné par cette relecture. Eh bien, c'est quelqu'un qui a, en France, qui a joué un rôle considérable, parce que il y avait encore énormément de gens qui croyaient au communisme, au parti communiste, etc. Et l'archipel du Goulag, en 1974, a donné un coup sur l'opinion française. Donc, je ne vais pas multiplier les exemples, mais je pense que la dissidence est effectivement une action personnelle, une action qui n'est pas une action stratégique. C'est pas un acte c'est pas forcément stratégique, même si beaucoup de dissidents soviétiques avaient des théories. Il y avait des marxistes, Plouch, il y avait des libéraux, Sakharov, il y avait des slavophiles, Solzhenitsyn. Ils avaient tous des plans pour la société possible. Mais ce qui compte
D'ailleurs, aucun de leurs plans n'a été réalisé en Russie, par exemple. Donc ça veut dire que ce qui compte, c'est pas leur stratégie, c'est pas leur plan, c'est que leur action, leur exemple, leur création, les manifestations de Boukovski sur la place Mayakovsky à Moscou, le courage de Sakharov quand il allait au procès de Mustafa Djemilev en Asie centrale pour le soutenir, etc. Je pense que ces actions et ces œuvres ont eu en fait une influence majeure. Donc moi je crois profondément et je suis assez optimiste. Je crois que ces combats durent longtemps. Je crois qu'ils sont très difficiles. Je crois qu'il y a des sacrifices énormes. Je ne parle pas évidemment de nous, les associations, mais des dissidents véritablement qui souffrent et qui agissent. Mais je suis persuadé que ce combat finira par être gagné. Enfin moi, en tout cas, je suis très optimiste. Qu'il y a des choses que nous sommes tous dans l'emprise du temps historique. Il est difficile à prévoir comment les événements iront dans l'avenir, dans 50 ans. Mais en répondant à votre question très complexe, je voudrais faire un parallèle entre le temps d'aujourd'hui et le passé. Je suis sûr, donc il faut lutter non pas en parole, mais par les actions contre le régime autoritaire. À l'époque, j'ai travaillé dans le mouvement Euromaidan SOS et on assistait les personnes qui manifestaient. Je voudrais dire que nous avons fait le travail. Nous avons lutté contre le mécanisme d'État, la machine de l'État. Donc parce qu'il y avait la police qui travaillait avec le parquet et qui était ensemble avec les tribunaux, une partie du Parlement, le gouvernement. Mais excusez-moi, je vais terminer. Je voudrais dire que cette lutte n'avait pas de sens. Mais nous avons fait notre travail de manière honnête, sans aucun espoir qu'on aura le résultat, sans stratégie, sans vision de la solution de cette situation. On ne pouvait agir autrement. Et à ce moment, on agissait de cette façon parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et en 2015, en lisant les mémoires des dissidents, j'ai trouvé justement les idées. Il disait on n'avait pas d'espoir. Ce qui nous a aidé à lutter et à survivre, c'est qu'on n'avait pas d'espoir et on ne rêvait pas des résultats. Et ça nous a permis de ne pas abandonner. On savait qu'on était obligé à agir de cette façon. C'est-à-dire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher la solution. Mais ça veut dire que même s'il vous semble que ça n'a pas de solution, il faut faire son travail honnêtement. Et le résultat peut venir. Merci beaucoup, Alexandre. Donc c'est vraiment donc c'est l'initiative de Euromaidan SOS. Je me rappelle que aussi donc c'est intéressant que vous avez trouvé ces parallèles entre l'expérience d'aujourd'hui et l'expérience des dissidents du passé. J'aurais dit qu'il faut comprendre que ce qui était dans l'Union soviétique, et c'était bien que le monde, qu'on avait un monde différent. Maintenant, c'est devenu plus ou moins identique. Et si
il y a une chute qui nous attend, qui ressemblerait à une chute de l'Union soviétique, mais, mais au niveau, à l'échelle du monde entier. Ce ne sont pas des choses futiles, parce que quand vous parlez de votre lutte, on ne parle pas de la solution, mais nous serons tous victimes de cette nouvelle chute du régime, parce que vos émotions c'est bien, mais ce n'est pas, ça ne donne pas la solution au problème. Je vous remercie encore une fois de la question. Et je vous rappelle que les défenseurs des droits de l'homme sont des optimistes, parce que si tu es pessimiste, on ne peut pas rester dans ce métier. Mais moi, je dirais que la stratégie, en réalité, si on parle de la vraie stratégie dans le contexte de la crise globale, je suis d'accord avec vous. Quand on est devenu témoin de ce que nous voyons maintenant, c'est quelque chose. On voit des choses pareilles qui ont eu lieu sur cet espace post-soviétique. Nous ne sommes pas le premier pays qui est devenu victime de la Russie, de l'agression russe. Nous ne sommes pas le premier pays où il y a des gens qui sont des victimes du régime. Donc la réponse stratégique, c'est de dire c'est que les gens qui vivent dans ces sociétés, ils doivent comprendre qu'il faut prendre la responsabilité sur soi. Il y a des choses qui n'ont pas de frontières nationales, et les droits de l'homme c'est quelque chose de ce genre, et ces gens doivent vraiment lutter très franchement pour cela, combattre pour cela. Et là, je ne ferai pas la différence entre la société ukrainienne, au contraire, non, je ferai plutôt la différence entre la société ukrainienne et encore plus la société russe et la société française. Parce que quand nous parlons de la lutte pour la liberté, cela signifie des choses quand tu sors des limites de ton confort. Parce que vous savez, pour ceux qui ont participé, c'était pas confortable. Ils ont vécu une douleur, ils ont traversé une douleur. Et toutes ces personnes me comprennent. Moi, je vois une lutte pour la liberté et la prise de la responsabilité sur eux chez nos collègues russes quand ils font des manifestations isolées, quand ils disent que la Crimée, c'est l'Ukraine, ils prennent le risque d'être mis en prison pour 4 ans. Et c'est vraiment ils partent des limites de confort et franchement dans des pays qui sont considérés comme des pays de démocratie développée, on voit beaucoup moins cette façon de prendre cette responsabilité et de dépasser les limites de confort. Et là je peux me tromper, peut-être Michel, parce que quand on parle de ces sociétés, ils ne sont pas tellement porteurs de ces valeurs, ils ont hérité ces valeurs de leurs prédécesseurs, des générations précédentes, de ceux qui ont lutté pour ces valeurs. Ils sont des consommateurs et ils peuvent les échanger facilement pour Make America Great Again ou l'illusion de la protection contre les migrants, enfin la façon de se défendre contre les migrants. Et donc ils peuvent être facilement séduits par des choses populistes qui marquent notre monde d'aujourd'hui. Je comprends le fait que vous êtes sceptique, mais c'est la réalité. Il y a une autre vérité. N'oublions pas que toutes les révoltes qui avaient lieu, pour ceux qui ont participé à des révoltes, on ne peut. C'était la génération, c'était une autre génération, mais les choses se répètent. Quand la génération des années 60, quand ils ont lutté pour le droit de nommer les choses telles qu'elles sont, donner leur vrai nom, quand en 2004, par exemple, il y a eu Maïdan, le premier Maïdan, et quand personne ne savait ce qui allait se produire. Les gens venaient revendiquer leur vie. Et c'est... On ne pensait pas, par exemple, en 2014, qu'il y aura du sang. Personne ne s'attendait à ce qu'on pourrait, en 2014,
s'opposer à l'agression russe. Mais voilà, apparemment la question des droits de l'homme ne se posait pas tellement, non, mais en tout cas, comme on dit dans la Bible, tu dois faire ce que tu dois faire et se passera ce qui doit se passer. Et autrement, dans le reste, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui dépendent de la volonté des gens. Je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Une partie de cette volonté, fallait utiliser une partie de cette volonté à résoudre les problèmes principaux. Et là, il faut lutter bien sûr contre les choses concrètes, mais il faut que quelqu'un qui n'est pas d'accord, que quelqu'un s'occupe de la solution de principe, des principaux problèmes. Je ne vois pas les dissidents qui réfléchissent. Là, c'est autre chose. Bonsoir, merci beaucoup de cette discussion. En réalité, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai entendu beaucoup d'idées très intéressantes et moi, j'ai surtout voulu poser la question suivante. À votre avis, quelle est la différence entre la société qui a hérité, disons, un héritage très lourd de l'État soviétique et la société européenne en ce qui concerne la compassion? Pourquoi les Français, les Américains, ils peuvent venir manifester pour quelqu'un d'autre et chez nous, les gens, soit ils ont peur, soit ils sont occupés par d'autres choses, ou ils sont occupés par des problèmes fondamentaux de la vie courante. Quelle est la différence, à votre avis, entre nos deux sociétés? Vous savez, il n'y a pas de différence. Parce que vous savez, on dit, la sociologie dit que dans chaque pays, il y a 4% d'habitants qui sont plus actifs que les autres. Et même dans des pays qui sont très libéraux, je suis désolée, j'entends pratiquement rien. La dame dit, vous avez une autre perception. Vous savez, moi, je ne pense pas qu'il certains font plus, certains font moins. Et quand 80% de... Je suis désolée, c'est pratiquement pas possible de... Je me permets d'essayer de répondre aussi à cette question. J'ai l'impression que la nature humaine, elle est la même. Et bien sûr, l'héritage historique différent crée une empreinte. Et évidemment, c'est même pas le niveau d'empathie, le niveau de compassion, mais cela a un impact sur les valeurs. Parce que voilà, il y a eu des études qui montrent que dans les pays comme le nôtre, la valeur de la survie domine sur la valeur de l'expression de soi. Et je ne pense pas, vous savez, les Ukrainiens, moi je ne dirais pas que les
pardon, on sait que les Ukrainiens s'adressent au monde entier pour la solidarité. Mais franchement, la guerre en Syrie, on a commencé à faire attention à ce qui se passait en Syrie uniquement quand nous avons eu la guerre chez nous. Et en répondant à votre question, je vous explique pourquoi je dis que la nature humaine est la même. Il y a longtemps, j'ai lu un article écrit à la base des calculs. Je ne peux pas vous dire que je donne vos chiffres très exacts, mais ce qui m'a impressionné, et moi j'ai cru que c'était quand même vrai, l'article avait le nom qui faisait très peur, les kilomètres en cadavre. Donc combien il faut avoir de kilomètres en cadavre entre les pays, que les gens dans un pays puissent avoir de la compassion pour les autres dans un autre pays. Pour vous dire, quand en France il y a une tragédie, les Ukrainiens viennent et apportent des fleurs à l'ambassade de France. Quand il y a la tragédie de Boko Haram dans un pays africain, on n'observe pas le même niveau d'empathie, le même niveau de compassion et le même niveau de réponse de la société. Y a-t-il La compassion, il y a quand même une chose intéressante. Dans De la démocratie en Amérique, Tocqueville dit que la compassion sera le grand sentiment des âges démocratiques. C'est-à-dire qu'il décrit la démocratie américaine au XIXe siècle, et il dit que comme en démocratie, on considère que l'autre est un égal, puisqu'il faut tous être égaux en démocratie, eh bien dès qu'on touche à l'autre, on a l'impression qu'on me touche moi-même. Et donc, c'est la thèse en tout cas de Tocqueville, il dit que dans les sociétés démocratiques, eh bien, le fait quand il y a un tremblement de terre, une catastrophe à l'autre bout du monde, l'homme démocratique, entre guillemets, est beaucoup plus touché. Donc je ne parle pas évidemment de nationalité là, il parle des âges démocratiques. Il dit qu'on vit dans un âge aujourd'hui planétaire, démocratique, et que quand on voit la télévision des choses, on a une compassion. Donc je pense qu'il n'y a pas du tout de différence nationale entre le degré de compassion. Il y a sans doute le fait que la compassion soit devenue une valeur de la modernité, ce qu'elle n'était pas avant. Par exemple, dans l'âge avant, dans l'âge avant l'âge moderne, disons, dans la France d'Ancien Régime par exemple, on pouvait massacrer des paysans, et Madame de Sévigné, qui était la maîtresse du lieu, n'avait aucune compassion pour ces paysans massacrés. Parce que pour eux, ils font partie d'une humanité différente. Voyez ? Alors que quand on arrive dans un âge démocratique d'égalité, la compassion devient une grande valeur. Donc je ne pense pas qu'il y ait de différence nationale, je pense qu'on est dans un âge de la compassion. Simplement, ensuite, chaque culture, chaque pays articule son rapport à la compassion de manière différente. Alors moi je ne parlerai évidemment pas de la société ukrainienne que je ne connais pas, mais de la société française. La société française, elle se veut, d'un côté, elle a une sorte de présomption à dire que c'est nous qui avons inventé les droits de l'homme. Cette idée que par la Révolution française, les droits de l'homme ont été proclamés. Donc c'est une sorte de surmoi français. Comment on dit le surmoi en russe ? Nadia français. C'est-à-dire on se dit, ah là là, il faut absolument qu'on corresponde à notre vocation d'être la patrie des droits de l'homme, comme on dit en France. Alors évidemment, c'est très compliqué, parce qu'on n'est pas du tout toujours conforme à ce grand idéal. Aujourd'hui, la politique d'Emmanuel Macron n'est pas dictée par les droits de l'homme. Peut-être qu'il a raison d'ailleurs, mais ce n'est pas les droits de l'homme qui est sa valeur principale. C'est plutôt la volonté de faire gagner une certaine idée de la démocratie dans le monde. Mais ce n'est pas les droits de l'homme. Donc, en France, il y a cet idéal des droits de l'homme d'un côté. Ensuite, il y a la vie d'un pays contemporain développé comme la France, c'est-à-dire avec ces phénomènes d'indifférence, comme partout, liés à l'ignorance de ce qui se passe ailleurs, liés effectivement à la consommation. Donc en fait, je pense qu'on ne peut pas parler de différence de degré de tolérance, mais que, en tout cas pour la France, il y a une sorte de configuration spéciale entre
cette vocation des droits de l'homme, et puis une réalité qui est beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus quotidienne, qui est celle finalement du balancement entre l'indifférence et la compassion. Merci à tout le monde pour les questions. Malheureusement, nous n'en avons plus le temps. La discussion était intéressante, fructueuse. Remercions nos participants. Et j'espère que la tradition de la nuit des idées et des valeurs continuera, sera reprise l'année suivante. Merci.